Voilà. Voilà, je voudrais d'abord vous dire que je suis vraiment heureuse de cette invitation. Je suis venue à Lille il n'y a pas tellement longtemps pour la rentrée de l'université à l'automne, mais on a peu parlé de droit pénal, on a parlé beaucoup, on a peu parlé de droit international à proprement dit, mais on a parlé beaucoup de ce que je préfère appeler l'internationalisation du droit, c'est-à-dire les interactions en fait entre droit interne et droit international. C'est une manière de réconcilier les internistes et les comparatistes d'un côté et les internationalistes de l'autre, parler d'internationalisation, donc d'interaction. Mais là, vous m'invitez à revenir pour un colloque important de droit pénal. Et je veux quand même que vous le savez peut-être, c'est vraiment à Lille que je suis devenue pénaliste. Parce qu'en réalité, c'est à Lille que j'ai enseigné pour la première fois le droit pénal. Et je crois qu'on ne connaît une matière que quand on l'a enseignée. Tant qu'on l'a apprise, ce n'est pas la même chose. Une fois qu'on l'enseigne, on commence à la découvrir. Alors là, vous me donnez l'occasion de renouer avec ce passé lointain maintenant et de voir le chemin accompli. Parce que toutes les questions dont on va parler aujourd'hui et demain et après-demain sont des questions qui ne se posaient pas à l'époque où j'ai commencé mes cours à Lille dans la fin des années 70. On ne parlait pas de tout cela. C'est intéressant de faire le point et de voir qu'actuellement, on se trouve dans une situation où les données paraissent beaucoup plus complexes d'une certaine manière. Nous étudions à l'époque le droit pénal français, un peu de droit comparé, mais très peu. Et en droit international, on commençait tout juste à parler du droit pénal européen. Mais là, avec le programme que nous avons à traiter aujourd'hui, on peut faire plusieurs constats. D'une part, cette session, proprement dite, de l'après-midi, est consacrée à l'exercice rationné matériel du droit de punir et à l'élargissement des valeurs politiques et sociales protégées. Je dirais que cet intitulé m'évoque d'emblée un paradoxe. Le paradoxe, il a été plus ou moins signalé par les intervenants qui m'ont précédé, c'est le paradoxe entre le droit pénal, symbole de l'État-nation, donc un droit pénal qui serait le moins universalisable des droits, à première vue. Sa fonction répressive va de pair avec le droit de punir des États, traditionnellement au moins. Sa fonction expressive, c'est, si on revient à Durkheim, le crime, comportement qui croisse les états forts de la conscience collective commune et exprime une solidarité nationale. Donc on a un droit qui au départ est le moins universalisable et pourtant, à l'heure actuelle, on a l'impression que le droit pénal est en première ligne de l'universalisme juridique ou de l'universalisation du droit avec la création de la justice pénale internationale dans les différentes étapes que vous connaissez. Ce n'est un paradoxe qu'en apparence, c'est en fait le signe d'une métamorphose, d'une transformation en cours qui a été très bien évoquée par Muriel Sayard. Peut-être parce que ce paradoxe en préparait un second, car il me semble que la création d'un droit international pénal ou pénal international et d'une justice qui répond aux mêmes adjectifs n'a pas vocation à entraîner la disparition de la souveraineté. Vous l'avez dit, la souveraineté n'est pas diminuée. Au contraire, on pourrait presque soutenir qu'il y a un élargissement des valeurs protégées et que la souveraineté est métamorphosée d'une certaine manière. Moi, je parlerais d'une métamorphose de la souveraineté, certainement pas d'une disparition et même pas d'un affaiblissement. Car au fond, le principe de complémentarité marque très bien dans le statut de la Cour pénale internationale cette métamorphose. Je dirais que ce nouveau droit international pénal implique un élargissement des valeurs protégées par la souveraineté. Donc, un élargissement de la souveraineté elle-même en termes de compétences accrues, fameuses compétences universelles et d'autres formes encore. Donc, si la souveraineté est augmentée au lieu d'être affaiblie, peut-être qu'il y a là une métamorphose. J'ai essayé de traduire par une formule, mais elle vaut en français, elle serait difficile à traduire en anglais. C'est l'idée d'un passage d'une souveraineté solitaire, c'est-à-dire l'État indépendant,
chaque État est souverain de façon indivisible, voire absolue. On passe de cette souveraineté solitaire à une souveraineté qui serait solidaire, c'est-à-dire qu'on fait entrer dans les compétences de l'État souverain un certain nombre de valeurs communes, la protection de valeurs communes, des valeurs communes de l'humanité, contre la déshumanisation d'un certain nombre d'êtres humains, parce qu'au fond, la liste des crimes qui relèvent du statut de la Cour pénale internationale, c'est ce qui les relie entre eux, c'est le processus de déshumanisation. Peut-être d'ailleurs demain, y aura-t-il une extension de compétences à ce qu'on pourrait appeler la dénaturation, avec les projets de crimes d'écocide, lorsqu'il y a remise en cause de l'équilibre de notre écosystème. Ça, ce serait pour le droit pénal de demain. En tout cas, s'il y a bel et bien métamorphose de la souveraineté, solitaire devenant solidaire, il est tout à fait pertinent de suivre l'ordre qui figure sur le programme, c'est-à-dire de commencer par le droit pénal expression de l'autorité du souverain, et de parler ensuite, je regrette que ce soit reporté à demain, parce que je trouve que ça faisait un parfait équilibre pour la première partie de cette session, on aurait dû parler ensuite de l'esquisse d'une politique pénale mondiale. Et là, c'est ça qui est renvoyé à demain. Mais ça faisait un bon équilibre parce que ça nous donnait deux pôles, qu'on retrouve en fait dans la deuxième partie, dans la mesure où, entre le pôle national et le pôle mondial, c'est là que se jouent les choses essentielles, c'est là que se joue la validité d'une justice pénale internationale qui suppose des techniques d'articulation d'une échelle à l'autre, de l'échelle nationale à l'échelle mondiale, peut-être même à l'échelle internationale régionale, puisqu'on voit la montée en puissance, la Cour africaine pénale et internationale à la fois, régionale donc. Alors, cet entre-deux où se joue finalement la validité de cette justice pénale internationale, il invite à travailler sur les articulations. Et ce travail sur les articulations d'une échelle à l'autre, on peut le faire à partir des acteurs. C'est la place croissante des droits et des intérêts individuels dont on nous parlera dans la deuxième partie. Elle peut se faire à travers les normes, et ça, c'est la notion d'interaction normative entre les régimes juridiques nationaux, notamment entre familles common law et romano-germaniques. Et puis, il y a également une articulation de la punition en marge du droit. Alors, je me suis demandé, n'ayant pas eu le contenu de l'intervention, si c'était en marge du droit ou si c'était peut-être aussi en marge des États. Alors là, c'est la question que je poserai à la dernière intervenante. Est-ce que c'est l'idée de dépasser l'identification du droit à l'État qu'évoquait Muriel dans son introduction? Non. C'était vraiment les entreprises illicites, en fait, au regard du droit international, au nom d'un pouvoir, d'un droit... Alors là, ça me paraît un point également important, mais qui se situe moins dans l'articulation plutôt que dans l'extension. À ce moment-là, ça rejoint un petit peu la problématique que j'ai évoquée à propos de l'écocide, c'est-à-dire une extension des valeurs protégées, mais aussi une extension des responsabilités. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est indispensable, mais je ne suis pas là pour prendre la parole aux intervenants, même si on regagne un petit peu de temps. Je vais tout de suite donc donner la parole au premier intervenant qui est à côté de moi et qui va nous parler donc sur le thème du droit pénal, expression de l'autorité du souverain, M. Théodore Méron. Merci, madame. Chers collègues, mesdames, messieurs, je suis extrêmement reconnaissant au professeur Ubeda Sayar et à ses collègues pour leur invitation à traiter d'un sujet qui m'est particulièrement cher. Les efforts déployés au niveau mondial pour mettre fin à l'impunité pour les infractions pénales les plus graves. Je concentrerai mes remarques aujourd'hui sur la justice pénale internationale. J'entends par ça les initiatives entreprises au niveau national, régional et international afin d'assurer la mise en œuvre de la responsabilité pénale individuelle
pour les violations du droit international, au nombre desquelles les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Il y a à peine 30 ans, le terme justice pénale internationale n'aurait pas eu beaucoup de sens pour la plupart d'entre nous. Encore aujourd'hui, il n'existe aucune politique mondiale unifiée et concertée guidant la mise en œuvre d'une matière fragmentée entre une constellation de juridictions. Et malgré les avancées vitales réalisées dans ce domaine lors des 25 dernières années, nous faisons face à une incertitude considérable quant au futur de la justice pénale internationale. En effet, surtout dans le climat antimondialiste actuel, la justice pénale internationale est malheureusement souvent perçue comme une contestation du pouvoir souverain des États et de leur droit de punir leurs ressortissants en vertu de leur droit pénal national. Cependant, je crois que cette critique est infondée. En réalité, le système actuel de justice pénale internationale et la souveraineté des États ne sont pas du tout antithétiques. Au contraire, sa mise en œuvre n'a été rendue possible que par la volonté des États de collaborer au niveau international et au niveau national, d'écarter en partie le cadre traditionnel de la souveraineté lorsque certains États n'ont pas la volonté ou sont dans l'incapacité de punir les crimes les plus graves. Cela reflète l'acceptation croissante par les gouvernements de la notion selon laquelle, dans une communauté mondiale, nous endossons tous la responsabilité de punir les violations graves commises envers d'autres, même au-delà de nos frontières. Dès lors, les États reconnaissent que les normes et principes internationaux sont l'expression de valeurs communes qui doivent être défendues comme le sont les lois nationales. Si le combat mondial contre l'impunité doit prospérer, les États devront s'engager et exercer leur droit de poursuivre et punir les crimes internationaux. En d'autres termes, l'exercice de la souveraineté pénale de l'État n'est pas un obstacle, mais une condition essentielle au succès pérenne de la justice pénale internationale. Au cours de mes remarques, j'évoquerai la manière dont la justice pénale internationale a pris forme. Puis, je soulignerai les obstacles auxquels elle doit désormais faire face. Enfin, je suggérerai quelques mesures qui, à mon sens, s'imposent pour que le combat contre l'impunité puisse prospérer. Alors que les lois internationales de la guerre ont existé sous une forme ou une autre depuis des centaines d'années, la répression des violations de ces lois a longtemps été négligée, jusqu'à une époque récente. Comme vous le savez, les tribunaux militaires internationaux à Nuremberg et à Tokyo, créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont établi un précédent essentiel. Quel que soit son rang dans la hiérarchie politique et militaire, n'est pas au-dessus de la loi. Les conventions de Genève, adoptées en 1949, ont à la fois modernisé et renforcé les lois de la guerre afin de refléter les principes humanitaires fondamentaux. Elles ont également affirmé que les États ont un devoir de poursuivre ou d'extrader vers un État ayant la volonté de le faire les individus accusés d'avoir commis des infractions graves aux conventions. Ainsi, les États
qui ont depuis longtemps exercé leur droit de punir les infractions pénales comme ils les jugent bon, ont accepté de se voir imposer un devoir de poursuivre ou de permettre de poursuivre ces infractions graves. Malheureusement, en dépit de ces progrès indéniables, les années qui ont suivi n'ont pas été significatives. Ce n'est que dans les années 90, grâce en grande partie à la montée en puissance du mouvement pour les droits de l'homme, à la médiatisation croissante des conflits et à l'acceptation grandissante des interventions humanitaires sur le territoire d'États souverains, qu'une réelle avancée sera faite. J'évoque ici la création des premiers tribunaux véritablement internationaux par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPIY, et le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR. Cette initiative décisive a ouvert la voie à l'adoption du traité de Rome de 1998 et à la création de la Cour pénale internationale, ainsi qu'à l'établissement de nombreuses chambres spécialisées et tribunaux hybrides, mi-nationaux, mi-internationaux, du Cambodge au Sierra Leone. Le TPIY et le TPIR ont eu un rôle pionnier en clarifiant les normes de droit international pénal et de droit humanitaire. Ils ont aussi développé une jurisprudence en matière de procédure et d'administration de la preuve sur le fondement des garanties procédurales et du droit à un procès équitable, tout en prêtant une attention particulière au respect des droits de l'homme. La crédibilité et la légitimité de la justice pénale internationale reposent largement sur ces efforts. En même temps, de nombreuses juridictions nationales ont poursuivi des individus responsables de violations du droit international commises dans d'autres pays. Elles ont, pour ce faire, appliqué le concept de juridiction universelle, créé des chambres internationalisées ou spécialisées au sein de leur système judiciaire, ou exercé de formes plus communes de juridiction. Ce faisant, les États ne renoncent pas, ni d'affaiblissent, je suis absolument d'accord avec vous, leur droit souverain de punir, mais l'utilisent pour s'assurer que les violations des droits internationaux ne bénéficient pas d'impunité. Ainsi, la poursuite des responsables est devenue une exigence fondamentale, du moins de la part de la société civile et de l'opinion publique, lorsque nous faisons face aux atrocités commises lors des conflits armés. Finalement, aujourd'hui, la question n'est pas tant peut-on reconnaître la responsabilité pénale en dehors du paradigme souverain traditionnel. Après tout, les cours internationales ou internationalisées établies par la volonté d'États souverains ont déjà démontré que cela est possible. Nous devons plutôt nous demander où et comment assurer la mise en jugement des responsables de graves infractions au droit international. En dépit de tout ce qui a été accompli, nous nous trouvons aujourd'hui à un moment dangereusement instable pour la justice pénale internationale, qui doit faire face au moins à des enjeux cruciaux. En premier lieu, il était sans doute inévitable
que les aspirations idéalistes des années 90 cèdent les pas à des réalités difficiles. Comme le temps et les dépenses nécessaires pour la création et le fonctionnement des tribunaux internationaux. Et le TPI-Y et le TPI-R, entre autres, ont été critiqués au regard d'espérances souvent conflictuelles concernant leur mandat et les résultats à atteindre. Il est ainsi inévitable que la moindre décision prise quant à l'opportunité de prendre un acte d'accusation ou de juger contestable une déclaration de culpabilité suscite la controverse. Pourquoi? Car les tribunaux sont limités en ressources comme en compétences, car leurs travaux doivent être rigoureusement guidés par l'application de la loi et les preuves présentées, et non pas l'opinion publique, ni même celle des victimes. Et enfin, car les tribunaux agissent dans des contextes politiques fortement chargés. La sélectivité de la justice internationale, c'est-à-dire le choix de privilégier les poursuites dans certaines affaires seulement et d'une certaine manière inévitable, mais ne fait que nourrir les critiques, surtout quand elles résultent de manœuvres et d'alliances politiques. Elle est alors un véritable affront à l'état de droit, qui repose sur l'équité dans l'application du droit. Cette même sélectivité a érodé le soutien pour les institutions judiciaires internationales et la coopération des États avec elles, comme nous voyons avec la Cour pénale internationale. Le second enjeu résulte de la méfiance récente et croissante envers les institutions et initiatives globales, à l'égard des instances judiciaires internationales en particulier. Cette méfiance peut être attribuée à la tendance actuelle dans le développement des replis dans le développement de la justice pénale internationale. En effet, les tribunaux pionniers ont fermé ou sont en cours de fermeture. Et la Cour pénale internationale est confrontée à de nombreuses difficultés. Des obstacles politiques se présentent également au niveau national et le manque d'investissement et de coopération des États à cet égard est un obstacle persistant pour la justice internationale. L'avenir de la justice pénale internationale peut donc sembler voilé. Comment garantir l'avènement d'une nouvelle ère de responsabilité? Afin d'être bref, je me limiterai à 2 exemples. En premier lieu, nous devrons nous efforcer de rendre la justice internationale plus efficace et plus économique. Nous devons persévérer dans la réforme du fonctionnement institutionnel et observer et prendre en compte les meilleures pratiques au sein d'autres institutions. Ces efforts s'avéreront sans doute cruciaux si nous voulons améliorer l'image de la justice pénale internationale. En second lieu, nous devons nous rappeler que l'établissement des responsabilités au niveau international ne peut et ne doit pas être la seule voie, ni même la voie principale pour lutter contre l'impunité. Nous devons adopter une approche plus globale en reconnaissant et en encourageant le rôle des États conformément au principe de complémentarité. Comment y parvenir dans la pratique? Les États doivent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, intégrer le statut de Rome à leur législation nationale, aider d'autres États à consolider leurs institutions judiciaires et renforcer leurs efforts de coopération avec les instances judiciaires internationales. Dans ce contexte, l'emprisonnement d'un juge du mécanisme, le juge acquis,
par la Turquie, en dépit d'une décision rendue par le mécanisme ordonnant aux autorités turques de les libérer, est particulièrement inquiétant. Et c'est d'autant plus que l'ONU a pourtant officiellement affirmé l'immunité diplomatique du juge Haqqi. Le respect et la mise en œuvre par les États des principes d'indépendance judiciaire et d'immunité de juge sont tout aussi importants au niveau international qu'au niveau national. Bien que le rôle des États soit primordial et indispensable, nous ne pouvons pas écarter la possibilité de confier une compétence pénale aux cours régionales ou créer de nouveaux tribunaux internationaux, cours hybrides et chambres spécialisées si elles s'avèrent nécessaires. Malgré les obstacles bien réels auxquels nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas nous permettre d'être pessimistes. Au contraire, c'est maintenant que nous devons agir. Ce faisant, je crois que nous réduirons les fossés qui se créent entre, d'un côté, les avancées normatives indéniables des dernières années et de l'autre, les résultats concrets que nous avons obtenus dans la lutte contre l'impunité. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez raison, nous ne pouvons pas nous permettre d'être pessimistes. Vous avez raison de terminer sur cet appel à la volonté. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que vous nous avez présenté, c'est qu'on voit que cette justice pénale internationale, cette politique pénale mondiale, c'est un processus plus qu'un concept. C'est quelque chose en mouvement. Et c'est quelque chose en mouvement parce que c'est à la fois un processus évolutif. Tout n'a pas commencé avec la création de la Cour pénale internationale et tout ne s'est pas arrêté à la création de la Cour pénale internationale. C'est un long processus dans lequel la Convention de Rome apparaît comme un des éléments forts, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu Nuremberg avant, il y a eu avant le droit humanitaire, et il y aura après, avec les juridictions internationalisées, peut-être avec les juridictions régionales pénales, il y aura après d'autres formes. Donc on a un processus évolutif, un processus complexe aussi, parce que devant les tribunaux pénaux internationaux, c'était le principe de primauté du droit international qui l'emportait. Avec le principe de complémentarité, c'est plus complexe. Il y a l'idée d'une sorte de subsidiarité, en réalité, la justice mondiale par rapport à la justice nationale. Et puis, vous avez attiré notre attention sur les discontinuités, sur la perte d'efficacité qui est toujours un risque, qui est un risque permanent en réalité. Et alors, dans la réponse, moi, je suis très, très sensible à ce que vous proposez. Au fond, c'est une sorte de diversification des moyens de mettre en œuvre, de mettre en place cette politique pénale mondiale. Alors les moyens passent un peu par toutes sortes de possibilités, soit du droit international, soit du droit interne, soit de quelque chose de mixte. Et je crois qu'en effet, il ne faut pas craindre une sorte de concurrence par rapport à la Cour pénale internationale, parce qu'il est évident qu'elle ne pourra jamais tout juger. Si on prend la liste des crimes, si en plus on l'allonge encore, elle ne pourra jamais tout juger elle-même. Alors, est-ce qu'elle n'a pas vocation à devenir une sorte de Cour suprême dans ces domaines? Peut-être pas une Cour suprême, parce que je crois que les États souverains n'accepteront pas ce concept. Il ne faut peut-être pas employer le mot. Peut-être pas, mais les États comprendront de que nous parlions, mais si nous employons un terme plus ambigu que ça. Mais je suis absolument d'accord. Nous devons avoir une vision plutôt totale de la justice internationale. Les cours, les tribunaux internationaux ne pourront jamais s'occuper assez de cas de graves violations du droit international. Leurs ressources, leurs compétences juridiques sont très limitées. Et si nous n'aurons pas une approche plus large, nous ne devons pas penser des tribunaux comme ayant dans une
compétition, dans une concurrence. Oui. Nous avons avoir une but global. Le but global est de nous poser une question. Est-ce que ça sert des objets constructifs de la justice? Si oui, une multiplication des cours, ce n'est pas une mauvaise chose. La Cour, imaginons que maintenant la Cour pénale internationale est donnée par le Conseil de sécurité juridiction sur les événements en Syrie. Même dans des projections les plus optimistes, combien d'années nous aurons besoin pour s'occuper, disons, de 20 ou 25 cas qui seront présentés à la Cour? Nous avons besoin d'un engagement, d'un investissement beaucoup plus sérieux des États. Et je suis conscient du fait que, par exemple, la France a accepté de juger quelques génocidaires de Rwanda. C'est un exemple de juridiction suivant le concept de juridiction universelle. Il y a quelques jours, le procureur général fédéral de l'Allemagne est venu me voir pour parler de l'expérience étatique, de nos expériences qui pourront se traduire aux choses qui seront pratiques, disons, en Allemagne, quand on s'occupe des crimes de génocide. Je crois que c'est tout à fait possible qu'un jour, malgré les coûts et une certaine fatigue de juridiction internationale, la communauté internationale devra créer encore des compétences internationales parce que autrement notre contribution dans les tribunaux internationaux sera vraiment plutôt symbolique. Nous ne pourrons pas toucher à ces cas vraiment graves de violation. Alors je crois que nous sommes tout à fait d'accord l'un avec l'autre, mais peut-être que dans la salle, il y a des désaccords qui souhaitent se manifester ou simplement des commentaires. Qui est-ce qui souhaite? Oui, alors, Alain Pellet. Merci. Bon, je pense qu'il y aura d'autres occasions de dresser le bilan de la justice pénale internationale, mais le rapport de Ted Meron, qui vient de l'intérieur, incite quand même à en dire un mot, je pense, d'emblée. Et ce mot, pour moi, c'est, pour faire bref, qu'il me semble que l'expérience des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité est globalement plutôt positive. Celle des tribunaux mixtes est contrastée, et puis celle de la Cour pénale internationale est plutôt négative, je le dis avant l'arrivée de la procureure générale, Madame Bensouda. Alors je dois dire qu'à cet égard, je regrette d'avoir eu raison trop tôt, lorsque, seul contre tous, à la Commission du droit international, j'ai essayé de m'opposer à la création de la Cour pénale internationale telle qu'elle a été conçue, c'est-à-dire une espèce de mammouth juridictionnel permanent, alors que je pense qu'on aurait mieux fait de s'orienter vers un mécanisme, disons, du type CPA, de la transposition au plan pénal d'un mécanisme à la carte qui aurait offert des possibilités de juridiction internationale lorsque les circonstances s'y prêtaient et pas cette espèce de cour qui aide les États à se débarrasser de leurs opposants. Ma deuxième remarque, c'est que Mireille Delmas-Marty et Ted Meron se sont donné beaucoup de mal pour affirmer la compatibilité de la justice pénale internationale avec la souveraineté. Bon, c'est bien dans la ligne du colloque tel qu'il a été conçu. C'est possible si on considère qu'il s'agit d'une justice déléguée, c'est-à-dire que les États délèguent à la communauté internationale institutionnalisée le pouvoir de punir. Mais je dois dire que je ne suis pas sûr que ce soit l'explication la plus convaincante. Et il me semble que c'est une explication, désolé Mireille et Ted, mais que c'est une explication un peu rétrécie des choses, et qu'on ne peut plus penser aujourd'hui la société internationale comme la seule juxtaposition d'États souverains.
Alors malheureusement, on n'est plus au début des années 90 où tous les espoirs étaient permis et la période ne se prête pas vraiment à l'optimisme. Mais quand même, moi j'ai l'impression qu'il faut s'éloigner de ce vieux schéma, qu'il faut admettre qu'à côté des systèmes intersouverains ou intersouverainistes, eh ben, on assiste à une montée douloureuse, difficile, incertaine de l'idée de communauté internationale. Et ces tribunaux, ce n'est pas des instances auxquelles les États délèguent une partie de leur soi-disant souveraineté pénale. Ce sont des manifestations de cette vision nouvelle que la communauté internationale a d'elle-même. Et ce n'est pas très facile, mais je pense que c'est beaucoup plus ça que simplement des délégations de souveraineté. Vous voulez répondre? Je répondrai après. Allez-y. Vous voulez que je réponde d'abord? Oui. Alors, sur l'idée de solidarité, ce n'est pas du tout une idée d'une juxtaposition. L'idée de solidarité, c'est une interpénétration, c'est un échange, c'est une interaction. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit renvoyer la vision de la société internationale, la vieille vision d'une juxtaposition d'États, mais c'est au contraire proposer quelque chose de nouveau qui se fait par interaction, interpénétration, articulation des espaces normatifs. Je crois que c'est ça qui se met en place et c'est beaucoup plus complexe. Les hiérarchies ne sont pas évidentes. Il y a des hiérarchies enchevêtrées, comme dirait Host et Van de Kerkhove dans leur bouquin sur la pyramide et le réseau. Donc je crois que c'est au contraire une conception nouvelle de l'ordre juridique qui est moins hiérarchisée et qui est surtout moins statique. J'y reviens. Je crois que, et ça m'amène à répondre en même temps à la première observation d'Alain, c'est qu'on est devant un phénomène qu'on ne peut pas analyser comme un concept. On aurait du jour au lendemain mis en place une nouvelle structure et on pourrait la juger au bout de 15 ans en disant ça a marché ou ça n'a pas marché. Je crois que ce n'est pas ça qui s'est passé. On n'a pas mis en place en une fois une structure. On a déclenché des processus d'internationalisation par différentes voies. Et du coup, c'est très difficile de porter un jugement en termes de bilan, est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on a raté. Je crois que le mouvement, en tout cas, est bien enclenché. Alors, c'est un mouvement discontinu, on vous l'a très bien montré, mais c'est un mouvement qui est en cours et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, je crois que le travail du juriste, c'est peut-être de repérer justement cette dynamique à l'œuvre, de voir quelles sont les forces qui freinent et les forces qui accélèrent cette dynamique, quels sont les acteurs qui jouent un rôle aussi de frein ou d'accélérateur. Je crois qu'il faut le penser dans une perspective beaucoup moins conceptuelle et beaucoup plus processuelle, dynamique. Mais ça, c'est ma réponse. Peut-être en avez-vous une autre? Non, mais je voudrais ajouter quelques points sur le commentaire fait par Alain, le président de la société. D'abord, la Cour pénale internationale a été créée par une vague d'enthousiasme international de la société civile, mais aussi des gouvernements. Et ce n'était pas un processus plutôt, disons, de stratégie logique, c'était plutôt guidé par un très fort sentiment qu'après toutes les atrocités que nous avons vues dans le monde, c'est nécessaire d'avoir une Cour permanente. Je ne vais pas dire que je soutiens beaucoup l'existence, la création et le fonctionnement de cette Cour. Une autre question, si nous avons créé une Cour qui vraiment a un apparent, un système tout à fait efficace, tout à fait économique, tout à fait logique, la question se pose si la Cour un jour ne devra pas considérer d'autres modèles, par exemple, donner plus de compétences aux juges singuliers, comme le mécanisme maintenant, au lieu d'avoir toujours des panels de quelques juges, une chose qui n'est pas seulement chère, mais qui est une cause de lenteur dans la procédure de la Cour. Mais les cours internationaux, surtout les tribunaux, mais je suis sûr que c'est aussi la vocation, l'avenir de la Cour pénale internationale. Je voudrais dire quelques mots sur la synergie
entre les juridictions internationales et les juridictions nationales. La chose que nous avons très bien réussi dans les tribunaux internationaux, aussi je crois que ça commence à la Cour pénale internationale, c'est vraiment créer les détails nécessaires pour que le droit pénal international puisse être appliqué dans le cas actuel. Les conventions de Genève, les conventions de La Haye, même les statuts des tribunaux étaient écrits, articulés dans un niveau extrêmement abstrait, très, très général. Il n'y avait pas assez de détails pour permettre au procureur d'avoir une décharge vraiment utile et convaincante. La chose que nous avons fait est développer un système de droit coutumier qui est extrêmement évolué maintenant et qui peut donner l'exemple aux juridictions nationales. Par exemple, il y a quelques années, il y avait à Londres un sommet sur le viol et violence sexuelle. Et nous avons vu, j'étais invité là, et nous avons vu qu'en ce qui concerne la violation sexuelle, par exemple, le système de preuves, le système matériel de ces violations, les définitions, étaient vraiment développées dans une manière très détaillée et très progressiste dans les tribunaux, et que dans le modèle national, ces normes avancées n'existaient pas. Alors la chose que nous pourrons faire pour le droit international pénal est vraiment donner un exemple pour un développement dans une juridiction extrêmement importante. Dans la cour, dans le tribunal de Yougoslavie, où nous avions tant de jugements. Nous pourrons donner des exemples aux juridictions nationales. Mais c'est très important à la longue d'avoir un système où nous avons des juridictions nationales ou régionales actives, mais nous essayons d'avoir les mêmes normes de base sur le droit pénal international, qui sont basées pas seulement sur nos juridictions, nos décisions, mais aussi sur le nombre de droit international coutumier que nous développons chaque jour. C'est tout à fait l'idée d'un processus qui se développe, qui s'enrichit, qui se corrige. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on pourrait citer aussi l'exemple de la politique pénale officielle du procureur avec les documents, parce qu'au départ, ce n'était pas prévu de rendre public les choix de politique pénale. Ça a été instauré comme une sorte de coutume, effectivement, et ça s'est enrichi, puisque tout récemment, il y a eu ce dernier document, je crois que c'était à l'automne dernier, dans lequel la procureure a annoncé quels seraient ces nouveaux critères de sélection, puisqu'elle a en fait l'opportunité des poursuites, la procureure de la Cour pénale internationale. Donc, selon quels critères sélectionne-t-elle? Elle a donné plus de transparence encore aux critères de sélection et aux critères de la priorité de certaines affaires. Ça a remué beaucoup d'ailleurs les médias quand elle a annoncé qu'elle introduirait dans les critères de priorité la référence à l'environnement. Du coup, beaucoup de journalistes avaient compris qu'elle avait créé un nouveau crime contre l'environnement et que j'étais obligée d'expliquer que non, elle n'avait pas le pouvoir de créer un nouveau crime, mais qu'elle avait un pouvoir d'opportunité des poursuites qui, du coup, l'amenait à définir des critères de sélection. Mais ça montre, là, il y a une volonté quand même d'une certaine transparence dans les choix au départ d'ouverture, pas encore de l'examen préliminaire, mais première ouverture de l'enquête. Et tout cela rejoint ce que vous dites, parce que c'est interactif, ça peut inspirer effectivement des pratiques nationales, comme à l'inverse, des pratiques nationales nouvelles dans certains pays peuvent inspirer la pratique de la Cour pénale internationale. On n'a pas encore de procureur européen, mais on va bientôt en avoir un. Il n'est pas interdit de penser, bien que ce ne soit pas dans le même domaine de crime, que sur des questions de procédure, il s'inspirera peut-être du procureur de la Cour pénale internationale. Ça, c'est juste pour compliquer encore un peu le débat. Mais je sors en même temps du sujet. Oui, Bruno Cotte. Non, simplement, un peu en contrepoint de ce que disait Alain Pellet,
Et dans la ligne de ce qui vient d'être dit par les différents intervenants, je voudrais dire quelques mots sur la Cour pénale internationale. Je pense que le mieux était l'ennemi du bien, que l'on a effectivement voulu créer une cour qui était censée être la seule cour pénale, universelle et permanente. C'était incontestablement trop ambitieux, et quand on voit comme la Cour fonctionne actuellement, quand on voit les difficultés qu'elle rencontre, on sait pertinemment qu'elle ne pourra pas tout attraire, qu'elle ne pourra pas tout juger, et comme vous venez de le dire, qu'il faut concevoir des mécanismes qui soient lestes aux juridictions nationales. Ce qui n'est pas évident, car lorsqu'il s'agit de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité dans des pays où l'insécurité est encore totale ou est encore grande, il faut trouver des juges suffisamment au-dessus de la mêlée pour qu'ils jugent avec objectivité. Mais je crois que c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. Simplement, à partir du moment où la Cour pénale internationale existe, on sait qu'elle ne sera pas supprimée. J'ai entendu dire une fois par un sachant que lorsqu'une juridiction internationale ou une organisation internationale était créée, c'était en général pour l'éternité. C'est infiniment plus perpétuel qu'un membre de l'Institut de France. Bien. Donc, à partir de ce moment-là, il faut tout faire pour qu'elle puisse exister utilement et pour la rendre efficace. Alors, je ne vais pas faire un cours sur la CPI maintenant, mais je pense qu'il y a quand même 3 axes qu'il faut avoir en tête. Mireille Delmas-Marty vient de l'évoquer à l'instant. Il faut que la politique pénale du procureur soit d'une extrême clarté et que ses choix de poursuite quant aux cibles soient vraiment très, très bien faits pour que l'on ne se perde pas dans des exécutants. Les exécutants relèvent des justices nationales. La Cour pénale internationale, à mon sens, ne doit s'intéresser qu'aux vrais et importants responsables. La deuxième chose, ce sont les juges. L'efficacité de la Cour pénale internationale, elle passe par les juges, comme l'efficacité de toutes les juridictions pénales internationales. Il faut incontestablement, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas au début du fonctionnement de la Cour, que les juges aient le sentiment qu'en accédant à une juridiction de cette nature, ce n'est pas pour eux un couronnement de carrière, une fin de carrière, l'éblouissement final, mais que c'est un renouvellement complet, une remise à niveau complète, qu'il va falloir se comporter en juge pénal, comme on l'est en France dans une formation de comparution immédiate ou dans une formation de chambre d'appel correctionnel ou de cour d'assises. Les juges d'une juridiction pénale internationale ont les mains dans le cambouis. Ils ne jugent pas sur des dossiers. Ils sont juges d'une juridiction pénale. Donc c'est extrêmement important parce qu'il y a au surplus le conflit des deux systèmes juridiques. J'utilise le mot conflit alors qu'il ne faudrait surtout pas l'utiliser. Il ne devrait pas être en compétition. Il ne devrait pas être en concurrence. Et chaque juge, quel que soit son système juridique, devrait avoir à cœur de trouver ce qu'il y a de meilleur dans son système pour que cela contribue à l'efficacité globale de la chambre de la CPI à laquelle il appartient. Or, j'ai pu constater à la CPI et également dans un autre tribunal pénal international, un tribunal spécial, que certains juges avaient fait acte de candidature, qu'ils étaient censés, en faisant acte de candidature et en étant élus dans une juridiction, prendre l'engagement élémentaire d'appliquer rigoureusement le statut et le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction, mais qu'en réalité, parfois, ils l'ignoraient totalement, car leur système juridique était évidemment le meilleur, et que l'on n'allait pas emprunter à ce que d'autres étaient censés faire. Donc, attention, l'efficacité passe par un engagement et par un strict respect des textes procéduraux. Et le troisième point, j'en termine, il faudrait, si on veut que la Cour pénale internationale décolle encore plus qu'elle ne l'a fait, favoriser des mécanismes de révision de son statut et de son règlement de preuve et de procédure qui soient infiniment plus simples et plus souples. Le TPY, sauf erreur de ma part, a pu, de manière singulière pour un juriste français, au fil de son activité, modifier son statut et son règlement de procédure et de preuve
en fonction des difficultés qu'il rencontrait et des solutions qu'il avait apportées à ces difficultés. Toute modification du statut et du règlement de procédure et de preuve tendant à rendre la procédure devant la CPI plus efficace, plus efficiente, plus rapide, doit passer par une procédure de révision incroyablement compliquée, avec l'accord de l'Assemblée des États parties. Ce n'est pas quand on est à ce point enserré et contraint que l'on peut améliorer l'efficacité d'une juridiction. Pardon pour cette intervention trop longue. Dans le cas du TPY, c'était plus simple parce qu'il avait été créé par le Conseil de sécurité. Donc c'est vrai que la procédure là est plus lourde, mais tu as raison, sinon il faudrait, enfin je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, je suis absolument d'accord. Et je suis absolument d'accord aussi quand tu as parlé, Bruno, sur le rôle crucial des juges. C'est une responsabilité internationale, mais ça commence par une responsabilité nationale. Ce sont les États qui nomment, qui proposent des juges. Et nous avions dans le passé quelques cas quand les nominations nationales n'étaient pas à l'auteur. Si nous voulons avoir des institutions judiciaires superbes, nous devons avoir le GIS avec une intégrité et professionnalisme total. Je crois, comme toi, que la Cour internationale a besoin de réformes. Je ne suis pas trop optimiste sur les chances de réformes pareilles. Quand j'ai des contacts avec mes collègues à la Cour, quand on parle de réformes, disons, profondes, je ne détecte pas trop d'enthousiasme pour ça. Madame, vous avez parlé aussi de l'influence des juridictions nationales sur les juridictions internationales. Et c'est une chose importante et je crois que dans les tribunaux, dans le mécanisme, nous avons essayé de suivre ça. Oui. Quand nous avons commencé, notre système de procédure et de preuve était totalement système anglo-saxon. Nous avons vu qu'il y a des choses dans la procédure française qui fonctionnent beaucoup mieux. Par exemple, l'institution des juges de mise en état. Nous avons introduit ça. Ça économise énormément de temps. Nous avons introduit ce système aussi au niveau d'appel, juge, de mise en des appels. Mais surtout, quand nous parlons d'administration de preuves, nous devons savoir que notre système n'est plus système anglo-saxon. Oui. Il est beaucoup plus maintenant basé sur le système de civil law. Hearsay evidence est autorisé. Nous pourrons accepter des épreuves en écrit. Une chose qui est anathème dans la plupart des juridictions anglo-saxonnes. Nous avons fait beaucoup pour finir avec ces conflits qui n'est pas nécessaire entre le common law et le civil law. Il faut prendre le meilleur de ces deux systèmes. Absolument. Et nous avions l'ouverture de le faire. En même temps, je dois admettre que beaucoup de réformes les plus importantes que nous avons dans le mécanisme n'étaient pas introduites par nous. Il était introduit et nous étions forcés par le Conseil de sécurité, par exemple, avoir un juge pour s'occuper des affaires, pas toujours un panel. Je me pose la question si peut-être un jour les États, l'Assemblée des États partis pourront convaincre le système de la Cour pénale et aussi d'avoir des réformes où elles sont nécessaires. En tout cas, le rôle des juges est très important aussi dans la façon, au fond, il y a un mot-clé peut-être à employer, parler d'hybridation des différents systèmes, d'hybridation des normes, qui n'est pas comme un lot contre la tradition romano-germanique, il y a, comme dit Bruno Cotte, le meilleur de chaque. Exactement. Et c'est la notion d'hybridation qui n'a pas suffisamment été peut-être travaillée, et qui est indispensable. On n'aura pas un droit commun par extension d'un système à tout le reste de la planète.
On aura un droit commun si on arrive à emprunter le meilleur de chaque. Et d'ailleurs, moi, ce que je regrette, c'est que la question de l'hybridation, elle soit uniquement posée entre systèmes occidentaux, c'est-à-dire common law romano-germanique. Et quid des autres systèmes du monde? Est-ce qu'il n'y a pas des idées à prendre ailleurs? Mais ça, c'est peut-être aller un peu au-delà du débat. Alors, on peut prendre encore une question et on fera la pause ensuite. Sinon, vous voulez conclure? Non, merci. Et je voudrais seulement m'excuser pour mon niveau de français. Oh, au contraire. On doit vous remercier et vous féliciter. On vous remercie et vous féliciter.